Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, pour rappel, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans. Tu es très engagée, mais tu es aussi l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé de la femme et sur la maternité. Tu es notamment l'autrice d'un ouvrage pour enfants sur les règles qui s'appelle Tout sur les règles. C'est publié chez Flammarion Jeunesse. Je dis pour enfants, mais n'hésitez pas à le lire à l'âge adulte parce qu'on y apprend plein de choses. Et si je parle de ton ouvrage sur les règles, c'est parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui pourrait toucher 1 à 2 femmes sur 10, 1 à 2 personnes menstruées sur 10, et qui se manifeste pas mal pendant les règles. Je veux bien sûr parler de l'endométriose. Et pour en parler, on accueille Sophia Rakrouki, sage-femme à Paris. Salut Sophia. Salut Nina. Merci beaucoup d'être présente parmi nous. Sophia, vous êtes sage-femme, échographiste. Vous travaillez depuis 7 ans à l'hôpital Jean Verdier de la PHP. Vous êtes spécialisée en médecine de la reproduction, en préservation de la fertilité, en échographie gynécologique et en prise en charge de l'endométriose. Anna, c'est toi qui as souhaité que Sophia vienne à notre micro. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, parce que Sophia a des grandes qualités professionnelles. C'est une excellente professionnelle, elle est très spécialisée dans son domaine. Mais ce qu'elle a en plus et que tout le monde n'a pas, c'est des talents de vulgarisatrice. Et je trouve que quand elle parle de ce qu'elle connaît, elle en parle très très bien. Et donc, je trouve que ça vaut le coup de la faire venir. Vraiment, je pense qu'elle parle particulièrement bien. On va le voir. D'ailleurs, elle a un compte Instagram. Je vous invite à aller le voir, qui s'appelle... Sophia, tu peux nous dire ? Ma fertility. Voilà. Et ça, c'est super. Vous y trouverez. C'est une mine d'informations fiables. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner des clés, justement, des infos pour vous permettre de comprendre et de savoir si vous pourriez être atteinte de l'endométriose. Avant tout, j'aimerais juste qu'on définisse ce que c'est l'endométriose. Sophia, qu'est-ce que c'est l'endométriose ? Qu'est-ce qui se passe dans nos corps ? Ok, donc en fait, l'endométriose, c'est dans la définition une maladie inflammatoire chronique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, dans l'utérus, il faut savoir qu'il y a 3 parties. La partie interne, qu'on appelle la muqueuse, elle est sensible aux hormones, c'est-à-dire qu'elle va se modifier en fonction du cycle ovarien, elle va s'épaissir en première partie du cycle, se vasculariser en deuxième partie, tout ça pour préparer une potentielle grossesse. Et si jamais il n'y a pas de grossesse, eh bien, on élimine cette muqueuse pour avoir, entre guillemets, une muqueuse fraîche le cycle d'après. En gros, c'est ça. Ensuite, à la deuxième partie, c'est le muscle utérin, et la troisième partie, c'est la séreuse. C'est quelque chose qui entoure les organes. Une séreuse, c'est difficile de savoir ce que c'est quand je l'explique comme ça, mais en fait, on la connaît tous. Tu vois, quand tu manges une merguez, par exemple, ou une saucisse, tu vois ce qui entoure ? Oui. C'est une séreuse. Et il faut imaginer que dans le pelvis, tous les organes sont tapissés par cette séreuse, et ça, c'est hyper important. Donc, du coup, dans l'utérus, il y a 3 parties, et cette partie, théoriquement, elle s'élimine pendant les règles. Et en fait, il y a plusieurs théories dans l'endométriose, des théories génétiques, environnementales, immunitaires, épigénétiques, et la théorie du reflux, de la migration. D'ailleurs, moi j'entends pas mal sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, qu'on dit que c'est des cellules qui sont semblables à l'endomètre et pas des cellules qui viennent de l'endomètre. En fait, on ne peut pas avoir on ne sait pas trop. Peut-être que, effectivement, chez certaines femmes, ça sera des cellules semblables, peut-être que c'est des cellules qui viennent de l'endomètre. En tout cas, les dernières études nous disent que très probablement qu'en fait, une femme qui a de l'endométriose aurait une muqueuse qui serait déjà pathologique et que chez toutes les femmes, on aurait un reflux, mais que chez elle en particulier, ces cellules elles vont rester collées autre part que dans l'utérus, alors que chez une femme qui n'aurait pas d'endométriose, ça partirait ailleurs, c'est vrai, mais ça serait éliminé par le système immunitaire classiquement, quoi. Moi, j'ai une question, parce que du coup, l'adénomiose, c'est quoi alors par rapport à l'endométriose ? En fait, l'endométriose, c'est des cellules de cette muqueuse qui iraient ailleurs. Par Ok. quel phénomène, ça, on ne le maîtrise pas encore, mais en tout cas, il y a des cellules de la muqueuse qui se retrouvent autre part de la muqueuse. N'importe où ailleurs. N'importe où ailleurs, ça peut même être au niveau pulmonaire. Des fois, on peut avoir des pneumothorax à cause de l'endométriose. Donc ça peut être partout ailleurs, essentiellement dans le pelvis. Donc, l'adénomiose, c'est quand ces cellules se retrouvent pas si loin que ça. Elles se retrouvent dans la partie qui est juste à côté, le muscle. Elles se retrouvent ailleurs, elles sont pas dans la muqueuse, mais elles sont dans le muscle. Et rien que pour ça, du coup, c'est de l'endométriose, mais c'est un dérivé d'endométriose, c'est de l'adénomiose. C'est une forme légère d'endométriose ? Pas forcément. On peut pas Ok. dire que c'est une forme légère. En fait, on peut pas classifier l'endométriose de cette manière. Il y a plusieurs classifications, mais en tout cas, on peut avoir entre guillemets, juste de l'adénomiose et pourtant être extrêmement douloureuse. Et on sait que l'adénomiose va impacter la fertilité, parfois plus qu'une endométriose très profonde. Donc, c'est pas juste une adénomiose et c'est pas moins important, c'est différent. On en parle de plus en plus de l'endométriose, ou
on écoute les femmes en parler, on a presque l'impression que c'est nouveau. Ce que je me demandais, c'est dans vos formations respectives de sage-femme, comment ce sujet était abordé? On peut peut-être commencer avec toi, Anne. Il était d'abord très peu abordé. Alors peut-être que j'ai des souvenirs lointains, mais en tout cas pour moi, il était très peu abordé. Mais ce qui m'avait le plus marqué et frappé dans ma formation de sage-femme, c'est que je me rappelle très bien d'une matinée où on avait eu un anesthésiste qui était venu nous parler d'ailleurs, je ne sais pas exactement de quoi, qui nous avait parlé de la douleur comme étant un signal, etc. Enfin vraiment un signal important du corps et que c'était un signal qu'il fallait écouter, etc. Et que d'ailleurs dans l'accouchement c'était hyper utile d'avoir mal parce que ça nous permettait de nous mettre à l'abri et de trouver de l'aide d'une sage-femme, en l'occurrence si on accouche en France en 2024. Et genre dans la matinée, vers 11h du matin, pareil, un cours avec un gynéco cette fois, qui nous explique, bah oui, les femmes ont toujours mal pendant leurs règles, mais c'est comme ça et on s'en fiche, quoi. Et que, en fait, et ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, mais c'est étonnant parce que moi, j'ai jamais eu mal pendant mes règles, je fais partie de ces femmes-là. Et je comprenais pas à la fois cette dichotomie. La douleur est un signal, mais en réalité, toutes les femmes ont mal. Mais alors pourquoi elles ont mal alors que c'est juste la contraction d'un muscle? Mais ça, voilà, ça m'avait interpellée. Je m'étais dit, tiens, c'est bizarre. Alors moi, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'en avoir parlé, de l'endométriose, ou alors ça a été évoqué furtivement, mais dans un autre cours. Il n'y a pas eu un cours dédié à l'endométriose. Et il faut savoir que je donne des cours aux étudiants de sage-femme en dernière année, parce que l'endométriose, il a été mis dans le parcours universitaire, médical, seulement en 2020. Vraiment. Comme c'est une matière qu'il faut aborder, c'est seulement en 2020. Et donc, moi, pour autant, l'année dernière, j'ai donné des cours aux dernières années de sage-femme de deux grandes écoles de Paris. Et pourtant, ils ne savaient pas forcément ce que c'était. Et on n'est plus en 2020. Donc, en fait, même encore aujourd'hui, il y a de ça. Et je rencontre tous les jours des externes. Et en fait, si ce n'est qu'ils commencent à apercevoir que les règles douloureuses, c'est pas normal, mais au-delà de ça, il n'y a pas trop d'informations quoi, à ce sujet. Les externes, c'est des étudiants en médecine, hein. Et d'ailleurs, il faut dire que les internes, donc qui sont spécialisés en gynécologie obstétrique, quand ils arrivent, je trouve, dans les premiers semestres, ils sont pas très forts non plus en endométriose. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Non, en fait, ce qu'il faut, ouais, exactement, c'est pas très abordé en fait à la faculté. Ouais. Et le problème, c'est qu'à l'externat, ils apprennent tellement de choses et pas forcément. Alors peut-être que ça va venir, mais en tout cas, là, on est en 2024. Je rencontre encore des externes, du coup, des étudiants qui sont entre la première et la deuxième et la sixième année de médecine. Et non, ils s'y connaissent pas vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de cours et que de toute façon, ils ont tellement de choses à aborder? C'est dans la répétitivité qu'on apprend, dans la répétition. Et je pense que c'est pas encore maîtrisé. Et il y a une patiente la semaine dernière qui m'a dit, j'étais aux urgences, on m'a dit de rentrer chez moi parce que c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Et en fait, je trouve ça fou d'entendre ça encore aujourd'hui, quoi. Et c'est une chose de comprendre ce que c'est l'endométriose, ou à peu près, parce qu'on l'a vu quand même, les explications sont techniques, il y a beaucoup de flou. Mais comment on va savoir si on est concerné? Justement, comme on nous rabâche que avoir mal pendant ses règles, ça peut être normal, c'est quoi une douleur de règle normale? C'est quoi une douleur de règle anormale? Alors, une douleur de règle normale, ça doit pas être douloureux, les règles. Ça peut être désagréable, parce qu'il y a des contractions utérines. Quand tu as ta muqueuse qui va saigner, si tu attends que c'est la pesanteur qui fasse saigner les règles, tu peux en avoir pour plusieurs semaines. Donc en fait, ces contractions utérines, elles servent à éliminer le sang et elles servent aussi à l'accouchement. Donc en fait, ces contractions utérines, elles sont pas très agréables. Une femme qui a posé un stérilet, par exemple, elle peut sentir des contractions. C'est pas du tout agréable, mais c'est pas censé être douloureux. Et le signe, c'est quand ça vous empêche de faire quelque chose du quotidien. Par exemple, c'est censé aller acheter le pain ou aller faire les courses. Eh bien, du coup, tu peux pas. Tu peux pas parce que en fait, tu as envie de te poser et prendre un cachet parce que c'est douloureux. Ça, c'est absolument pas normal. Si on a besoin de cachets pour supporter nos douleurs de règles, c'est pas normal. C'est pas normal. Si ça t'empêche de faire une activité du quotidien que tu fais habituellement, ce n'est pas normal. Mais on peut prendre la comparaison avec le muscle du biceps, tu vois. Quand tu contractes ton muscle du bras, je veux dire, tu n'as pas mal. Tu vois, tu n'as pas mal. Il n'y a pas de muscle. Tu peux avoir des contractures, tu fais du sport, tu le stimules beaucoup, tu peux avoir des petites contractures fugaces, ça passe, allez, ok, ça c'est ok. Mais des gens qui sont là à se tenir le bras, qui sont obligés de prendre des cachetons, de se coucher, de je sais pas quoi faire, là c'est évidemment pas normal. C'est que tu as une anomalie dans ton muscle, je sais pas quoi, une élongation ou que sais-je. Et donc là, il faut aller rechercher, on est d'accord, non? On est d'accord, complètement. Voilà. Et tout à l'heure, ce que je disais, c'est que du coup, l'endométriose, c'était quand tu as des cellules du tissu de l'endomètre qui, il va, on ne sait pas pourquoi, en tout cas, se retrouver ailleurs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque ces cellules se retrouvent ailleurs, elles ne perdent pas leur fonctionnalité. C'est-à-dire qu'elles sont toujours sensibles aux hormones. Elles vont toujours gonfler et se vasculariser et saigner. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'en fait, ces cellules-là, elles vont avoir le même fonctionnement à un autre endroit. Sauf que ça, le corps, il va le reconnaître. Il va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Du coup, il va faire appel à son système immunitaire, son système de défense. Pourquoi il y a cette cellule-là qui n'est pas à sa place et qui a un fonctionnement qu'il ne devrait pas avoir ici?
Et donc le système immunitaire, il va essayer d'attaquer la cellule. Et ce qui fait mal, c'est pas l'endométriose en elle-même, c'est le système immunitaire qui attaque. C'est la raison pour laquelle on parle de maladie inflammatoire. Et c'est la raison pour laquelle les anti-inflammatoires de type Antadys, ibuprofène, kétoprofène, etc. sont si efficaces. Parce qu'on enlève l'inflammation, c'est ça qui fait mal, c'est pas l'endométriose en elle-même. Et cette inflammation, eh bien ce processus va provoquer des choses, qui va provoquer des adhérences, une insensibilisation des nerfs. Et c'est la complication de l'endométriose, c'est ça le plus compliqué, c'est pour ça qu'il faut prendre en charge dès le début. Ça, c'était pour parler un peu de la douleur. Avec les quelques données qu'on possède sur l'endométriose, on sait une chose, c'est que les femmes mettent souvent des années à se faire diagnostiquer. Alors, depuis la fin des années 90 et la publication de plusieurs études sur les sujets, les experts s'accordent à dire que dans le contexte des pays industrialisés, c'est-à-dire nos pays, la France, le délai entre l'apparition des premiers symptômes et la confirmation du diagnostic d'endométriose peut atteindre 5 à 10 ans, voire 8 à 12 ans, et en France, on l'estime à 7 ans. Je vous partage une petite anecdote pour illustrer ça. Moi, je suis atteinte d'endométriose, donc je me permets. J'ai eu mal pour mes premières règles à 12 ans. C'est-à-dire que dès le début, mes règles ont été douloureuses. J'avais un entourage bienveillant, mais on m'a jamais évoqué la possibilité d'une maladie. En gros, mes médecins, mes parents, etc. me disaient « on est triste, on est désolé, pardon, une bouillotte, etc. » Mais aucune possibilité que ce soit autre chose que c'est normal d'avoir mal. Et du coup, comme beaucoup d'ados, on m'a mis sous contraception hormonale. Les douleurs sont parties pendant un temps. Et en arrivant à Paris, j'ai fait une pause contraceptive. Et je me suis remis à avoir extrêmement mal pendant mes règles de type à ne pas pouvoir marcher correctement. J'ai consulté un gynéco. Je lui ai expliqué que j'avais très mal et que j'avais entendu parler de l'endométriose. Quand je lui ai dit j'ai entendu parler de l'endométriose, je me demande si je pourrais être concernée, il m'a dit non mais Internet, hein. Donc il était excédé. Moi j'ai plutôt confiance en les médecins, donc je n'ai rien dit. On est passé à l'examen, il l'a mis, pour parler sincèrement, 2 doigts dans mon vagin et il m'a dit, hyper fier, si vous aviez de l'endométriose, vous sauteriez au plafond de douleur. Merci docteur. 4 ans plus tard, heureusement, j'ai rencontré des nouveaux médecins beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillants. J'ai été diagnostiquée. Mais j'ai juste l'impression que cette histoire-là, que moi je vis pas particulièrement mal, mais que cette histoire-là, elle est représentative d'histoires de milliers et de milliers de femmes. Je voulais savoir si ça vous parlait un peu. Complètement. Alors pourquoi il y a tant de errance médicale? Et c'est vrai, c'est en moyenne entre 6 et 10 ans, on dit en Europe. En fait, le problème, il est systémique. Il est un problème de formation des professionnels de santé et il est la connaissance des femmes. Parce que il faut pouvoir aller chez le gynéco pour dire que les règles se font mal. Et en fait, pour beaucoup de femmes, elles y vont même pas parce que pour elles, c'est... Ce matin, j'avais une patiente, c'était un médecin, chez qui on a découvert une endométriose ultra sévère la semaine dernière. Elle a 37 ans. Elle est médecin. Elle est médecin. Et en fait, elle m'a dit, moi, effectivement, j'ai dit, vous avez des symptômes depuis longtemps? Elle me fait, non, j'avais des douleurs pendant les règles. C'est vrai que c'était insupportable, mais c'était juste des douleurs pendant les règles. Pour moi, c'était normal. C'est-à-dire, en fait, le problème il est systémique. Elle n'est même pas allée voir un médecin pour ça, puisque pour elle, c'était normal. Et les médecins ne sont pas assez formés, et c'est un euphémisme. Et donc, quand la patiente vient, on est des êtres humains qu'on soigne. C'est-à-dire qu'en fait, on se base aussi sur notre propre vécu, notre propre éducation. Et si le médecin, je vais loin, mais il a une sœur qui a eu mal pendant les règles et que pourtant on lui a dit, lui, inconsciemment, pour lui, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Et en fait, c'est normal pour tout le monde. Je pense que ça fait énormément partie. Donc, c'est les patientes qui ne sont pas forcément hypersensibilisées, maintenant, le sont de plus en plus, heureusement, parce que je vois des patientes de plus en plus jeunes, maintenant 18, 19 ans, elles consultent. Les professionnels de santé qui ne sont pas forcément formés, les outils diagnostiques également, qui ne sont pas forcément au top. Donc, d'où l'errance médicale. C'est pour ça que c'est important une émission comme celle-là, où il faut pas cesser de le répéter, et en particulier aux petites filles, il faut que le postulat de départ qui est de dire ça fait mal d'avoir ses règles, il faut que le postulat change. Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. En fait, il faut imprimer ça dans les cerveaux, en particulier des petites filles et des petits garçons. Et c'est pour ça que j'avais fait ce livre, parce que ça me rendait hystérique de voir des femmes que je voyais arriver après 10 ans à prendre de l'Antadys, à être couchées en chien de fusil pendant toutes leurs règles, à ne pas aller bosser, pas aller étudier, etc. Et à qui on a dit maintes et maintes fois, c'est normal, madame, d'avoir mal pendant ses règles. Donc il faut vraiment imprimer quelque chose de différent répétez-le partout autour de vous, ce n'est pas normal d'avoir, jusqu'à preuve du contraire, plus exactement. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Parce que ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il y a de l'endométriose d'avoir mal pendant ses règles, pas du tout. Mais ça vaut le coup de savoir ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on va voir quelqu'un comme Sophia. On lui dit, écoute, voilà, j'ai très mal, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? En tout cas, c'est un signe qui est tellement proche de l'endométriose qu'on ne peut pas le rechercher. Ayant des douleurs pendant les règles, c'est pas possible de ne pas penser en première intention à l'endométriose. Les études nous disent que quand même, dans les 2-3 premières années des règles, ça peut être douloureux.
pas de là à avoir un absentéisme scolaire, hein. Parce que ça arrive très souvent. Quand on pose la question, on voit les antécédents, il y a de l'absentéisme scolaire, et ça doit nous alerter. Mais ça peut être douloureux, l'installation, pas au point de ne pas aller à l'école. Donc ça, c'est hyper important de poser la question toujours. Mais c'est censé ensuite s'améliorer. Ça s'améliore pas, c'est pas normal. Et une patiente, on va pas lui dire, c'est normal, pendant 2-3 ans, ça va faire mal, ensuite on arrête. On peut la mettre sous pilule. Mais en ayant en tête que, potentiellement, peut-être que ce n'est pas que l'instauration des règles et qu'il faudra probablement l'arrêter et revoir où ça en est. En fait, il faut que le suivi d'endométriose, si on dit maladie inflammatoire chronique, alors l'inflammation, j'en avais parlé tout à l'heure, mais chronique, ça veut dire que la patiente, elle doit être suivie tout au long de sa vie. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu disais, moi j'ai pris la pilule, puis je l'ai arrêtée, puis j'ai découvert des douleurs. Et en fait, ça, c'est pas normal. En fait, on aurait dû te prévenir, ok, on t'a mis, Nina, une pilule pour te soulager. Attention, c'est peut-être de l'endométriose. À l'arrêt, tu vas peut-être avoir des douleurs. Je te conseille d'aller consulter. Ça serait la conduite à tenir idéale, pour pas que tu sois surprise. Et moi, j'ai une question. C'est quel est l'âge moyen de l'apparition de l'endométriose? Est-ce que ça peut apparaître à tout âge? Ça peut apparaître dès les ménages. Donc dès l'âge de 12 ans, quoi, dès qu'elle a une Ouais, petite fille règle, et ça peut arriver secondairement au cours de la vie à une patiente, par exemple, de 43 ans ou pas? C'est difficile de savoir parce qu'on n'a pas assez de recul, hein. Eh oui, c'est ça. Maintenant, les nouvelles théories nous disent que c'est un endomètre qui est malade de base et qui du coup va se disséminer. Donc c'est la muqueuse de l'utérus qui serait un peu pathologique, inflammatoire, et que du coup, eh bien, dans les reflux des règles, elle va s'accrocher. Mais donc toi, tu penses que c'est une maladie qui est présente, enfin on n'a pas assez de recul, tu me diras, mais... Et en fait, le tout, c'est est-ce que cette pathologie, elle peut arriver n'importe quand? C'est ça le truc, en fait. Ouais, c'est Est-ce ça. que l'endomètre, il peut se Voilà. devenir malade? Alors, est-ce que ça... Peut-être. Ok, on sait pas quoi. Mais honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ok. En tout cas, le fait de savoir que ça peut venir dès le début, ça doit nous induire à prendre en charge le Est-ce que début. toi, tu as un nez? Est-ce que tu penses, parce que moi, par exemple, sur la dépression du postpartum, il y a bien sûr les études, mais il y a aussi ce que je sens auprès des patientes. Est-ce que toi, tu te dis, moi, je pense que c'est à cause de ça, ou à cause de ci, ou est-ce que tu as un truc avec ton nez qui te dit, ton sens clinique qui dit, je pense que c'est plutôt environnemental, ou plutôt génétique, ou plutôt infectieux, ou plutôt je sais pas quoi, ou pas du tout? Ok, c'est multifactoriel. Mais moi, je crois beaucoup à la modification, à l'épigénétique, l'influence de l'environnement sur la génétique. Ouais. Et je pense que l'environnement joue beaucoup. Je pense que notre société joue énormément, le stress chronique. Je pense beaucoup. Alors, je dis pas que c'est le stress qui crée l'endométriose, ni l'endométriose qui crée le stress. En Occident, on a tendance à, je trouve, voir la maladie et séparer du reste, de l'état émotionnel, de tout ce qui est à côté. Cette maladie et les maladies inflammatoires, je trouve qu'on a du mal à les prendre en charge parce qu'en fait, on a du mal à associer les deux. Quand je suis des patientes, parler de mon sens clinique, oui, il n'y a pas d'études. Mais en tout cas, je suis énormément de patientes qui ont de l'endométriose et quand ça évolue, il y a quasiment systématiquement un contexte personnel. Oui, c'était douloureux, mais en fait, c'est augmenté d'un coup parce que j'ai changé de boulot, je me suis séparée avec mon mec, j'ai perdu quelqu'un dans ma famille qui était très proche, j'ai eu un trauma sexuel. En fait, ça joue énormément. Donc, on est d'accord que le stress peut avoir des répercussions physiologiques réelles, avérées, que vous pouvez voir, vous, avec l'imagerie. Ça joue sur l'inflammation. D'accord. Ouais, très clair. Ça joue sur l'inflammation et l'inflammation joue sur l'endométriose, donc de manière indirecte, je pense, oui. Et en termes de symptômes, du coup, on a dit les douleurs pendant les règles, c'est le premier symptôme. C'est-à-dire que si je me pose la question de est-ce que j'ai de l'endométriose, si douleurs pendant les règles, il faut aller voir une sage-femme, il faut aller voir un gynéco, il faut aller voir quelqu'un. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Moi, je pense aux douleurs pendant les rapports sexuels ou une inflammation, on peut imaginer un gonflement du ventre. C'est quoi les autres signes qui peuvent nous alerter? Alors, bien évidemment, les règles douloureuses, on appelle ça des dysménorrhées, des douleurs pendant les rapports sexuels généralement profonds, donc c'est pénétration profonde. On le ressent plutôt vers l'arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle des dyspareunies. Il peut avoir des troubles urinaires, des troubles digestifs avec une alternance diarrhée-constipation. Alors, on sait que les règles, il y a une modification hormonale qui fait que ça peut augmenter les diarrhées, mais là, ce sont vraiment une grosse alternance diarrhée-constipation, très cyclique et plus importante qu'une femme qui aurait forcément d'endométriose. Il peut avoir des douleurs chroniques aussi, parce que cette endométriose, avec cette inflammation, elle peut créer des adhérences. C'est-à-dire que, tu sais, quand je te parlais de la séreuse tout à l'heure, on n'en a pas reparlé, mais c'est hyper important parce que dans le pelvis, dans cette partie du La corps... sérose, c'est cette petite peau, tu as donné l'image d'une peau de saucisse, enfin en tout cas ce qui entoure. Exactement. Tous les organes sont tapissés de ça. Et il y a un petit peu de liquide qui est autour des organes. Le pelvis, c'est quand même particulier, cette région anatomique, parce que tu vois, la vessie toute la journée, elle peut quadrupler son volume, diminuer, etc. L'utérus, pendant la grossesse,
il grossit énormément. Le rectum, juste avant d'aller à la selle, il est dilaté, etc. En fait, il faut que tous ces organes puissent coulisser entre eux. Il faut qu'il y ait énormément d'interdépendance. L'inflammation causée par l'endométriose peut créer des adhérences, des accolements entre les séreuses. Et ce qui est problématique, c'est que tu vis tranquillement. Ok, tu as eu mal pendant les règles, et là, tu as ton ovaire qui grossit. Parce que pendant ton cycle ovarien, ton ovaire va grossir et ensuite il va avoir une ovulation. Si ton ovaire, il double de volume, mais que ton ovaire, il est accroché à ton utérus, qui lui-même est accroché à ton rectum, tu vas ovuler, tu vas avoir des diarrhées. Tu vas ovuler, tu vas avoir des contractions utérines. Et en fait, il commence à avoir une interdépendance entre les organes qui fait que c'est plus le problème des règles douloureuses. En fait, il y a tout qui commence à aller mal parce que ces organes sont en mouvement et que s'il y en a un qui bouge, il y a tout le monde qui va commencer à bouger et ça va inflammer tout le monde. Et ça, c'est problématique dans l'endométriose. Donc, du coup, tu peux avoir tous ces symptômes-là. Est-ce que c'est dur de diagnostiquer une endométriose? De diagnostiquer finement une endométriose, ça peut être compliqué. Oui, mais attends, de diagnostiquer sans parler de finement d'abord. Est-ce que c'est toi, par exemple, une femme vient te voir? Une femme vient me voir. Est-ce que elle te dit, voilà, j'ai hyper mal pendant mes règles. Toi, tu dis, ok, très probablement, au vu de ce qu'elle te dit, tu dis, ok, ça ressemble à une endométriose. Qu'est-ce que tu prescris comme examen et est-ce que tu trouves ça difficile de diagnostiquer une endométriose? Alors, je vais lui poser d'autres questions. Ouais. Tu sais, en 2022, l'équipe de Cochin à l'hôpital de Port-Royal a publié une étude qui a montré que sur un questionnaire qui se basait sur les douleurs pendant les rapports, les douleurs pendant les règles, sur des antécédents familiaux, sur est-ce qu'il y a de l'infertilité ou pas, enfin, un questionnaire, il y avait une sensibilité de 80%. C'est-à-dire que dans 80% des cas, on pouvait diagnostiquer l'endométriose. Donc, il y a des douleurs, il y a un symptôme. Ce questionnaire, avant, a été publié que sur la base de douleurs. C'était beaucoup trop subjectif, parce qu'en fait, on a tous un rapport différent à la douleur. Par contre, quand on rajoute d'autres petits signes, c'était assez sensible. Donc moi, quand j'ai une patiente, je lui pose d'autres questions. Est-ce qu'il y a de l'infertilité associée? Est-ce qu'il y a des douleurs pendant les rapports sexuels? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs? Non, mais attends, s'arrête. Ça veut dire, Sophia, elle est quand même en train de nous expliquer que juste avec un questionnaire bien mené, donc avec un interrogatoire en 2-2, qu'elle te fait en 3 minutes, tu as une spécificité de 80%, c'est-à-dire que tu diagnostiques 80% des endométrioses. C'est ça que tu es en train de nous dire? D'après l'étude. Non, mais attends, d'accord. Mais l'étude... Donc ça fait encore plus mal pour les patientes qui sont là depuis 10 ans à attendre que je sais pas quoi. Ça fout un peu les boules, là, non? Ça nous donne, en fait... ouais, je suis d'accord. En fait, l'étude... Elle va s'énerver. Non, mais tu te rends compte? Bah oui, non, mais oui, en fait, c'est super long. En fait, ça nous dit à quel point l'interrogatoire est important. Après, tu vois les recommandations européennes qui te disent oui, mais c'est pas suffisant. Ok, mais ça nous dit quand même beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Un IRM, un scan, une échographie? Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Alors, une échographie en première intention, mais attention, une échographie référent. Pourquoi je dis ça? J'ai passé un diplôme d'échographie gynéco-obstétrique à Necker. J'étais diplômée. Dans ce diplôme, j'ai fait que des stages d'obstétrique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, j'ai passé une sonde endovaginale. À aucun moment, si ce n'est 2 heures de cours sur l'endométriose, on m'a parlé d'endométriose. Mais pour autant, je suis diplômée et si j'avais envie de diagnostiquer l'endométriose, j'aurais pu. Mais je le fais pas. Parce que éthiquement, je sais que je suis pas capable de le faire. À ce moment-là, avec ce diplôme-là. D'accord? Okay. Donc, je dis ça parce que tous les échographistes gynécologiques ne sont pas capables de diagnostiquer de l'endométriose. Il y a des diplômes spécifiques. Donc, j'ai passé un 2e diplôme de diagnostic de l'endométriose. Et dans ce diplôme-là, même quand je fais une échographie à une patiente... Endopelvienne, on est d'accord? Endopelvienne, je lui dirai jamais, si j'en vois pas, qu'elle en a pas. Parce qu'en fait, il faut rester humble. Nos techniques sont limitées. Et d'ailleurs, du coup, moi, soit je fais l'échographie moi-même, soit je l'adresse à un référent. Donc là, j'exerce sur Paris, donc un référent parisien. Et vous verrez la différence entre les échographistes référents ne disent jamais « pas d'endométriose ». Il dit « pas de lésion retrouvée », ce qui n'infirme pas la possibilité d'une endométriose. Et ça change tout dans la prise en charge du patient. Parce que cette envie d'avoir absolument un diagnostic, elle passe aussi pour contrebalancer le fait qu'on leur dise que c'est dans leur tête et qu'elles n'ont rien. Moi, j'ai des patientes, je les vois, et je leur pose des questions. Je suspecte une endométriose. Je fais une écho. Mais avant même de faire l'écho, j'ai dit « écoutez, vous allez faire l'échographie. Si on trouve rien, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Ok, mais c'est pas grave, je suis là, je vais vous prendre en charge. Par contre, c'est hyper intéressant de rien voir. Parce que moi, si à l'échographie, il n'y a rien, je suis rassurée parce qu'il n'y a rien dans vos ovaires, il n'y a rien dans vos trompes. Et les organes anatomiques sont conservés. Donc ça veut dire que s'il y a de l'endométriose, en tout cas, elle n'est pas sévère, en tout cas pas au point d'impacter certains organes. Comment on trouve ces échographistes référents? En fait, tu peux pas avoir... Tu vois, par exemple, il y a Résendo, le réseau de l'endométriose de Saint-Joseph. Okay. Quand tu t'inscris, etc., et ils ont mis en place un réseau référent. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas énormément de réseaux, ils sont saturés. Enfin, maintenant, les patientes, elles n'arrivent même plus à prendre rendez-vous.
mais c'est difficile de trouver les... Et tu vois, je disais... Et dans les déserts médicaux, alors c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Du coup, le piège, c'est que certaines patientes me disent « Non, mais moi, j'ai pas fait une écho, il n'y a pas de référent, du coup, j'ai fait une IRM. » Mais en fait, un radiologue qui n'est pas référent, il verra pas forcément l'endométriose. C'est pas parce que l'IRM voit plus que tu vas voir plus. Si t'es pas spécialisé en endométriose, tu verras pas forcément. Ça ressemble à quoi, en fait, une endométriose? C'est des petites taches à la radio, ou à l'IRM? C'est à quel point, quand on n'est pas spécialiste, on peut s'imaginer la difficulté de voir, en fait? Alors, quand tu fais une échographie, tu ne vois quasiment... En fait, tu vois les lésions profondes, tu vois les endométriomes, tu vois les atteintes dans la trompe, parce que ça crée de l'inflammation et des saignements. Tu vois très rarement, voire quasiment très très rarement, des endométrioses superficielles. Ça, tu les vois plus à l'IRM. Encore faut-il être spécialisé. Mais Les même endom sur l'échographie, attendez, il faut quand même, la plupart des échographistes parisiens ne sont pas capables, on est d'accord, de faire une échographie pour l'endométriose. C'est ça qu'elle dit, Sophia. Hein. C'est l'échographiste référent, il n'y en a pas 500 000. Hein. Il y en a très peu. Alors, Voilà. même moi qui ai le diplôme spécialisé en diagnostic de l'endométriose, il y a aussi un truc qui est hyper important dont on ne parle pas, c'est que en fait là, aujourd'hui, on a deux populations de patientes. Avant, les patientes qui arrivaient, c'est des patientes qui avaient 10 ans de symptômes. Et souvent, on a des endométrioses qui se voyaient à l'échographie. Maintenant, les patientes, elles arrivent, elles ont 20 ans. Moi, je dis quoi à une patiente qui avait... Je vois rien, donc tu n'as rien. Non, je la prends en charge parce qu'en fait, j'ai pas envie d'attendre qu'il y ait un nodule, qu'il y ait un endométrium, qu'il y ait des choses graves pour la prendre en charge. Parce qu'en fait, on a plusieurs profils de patients. Et tu me disais, qu'est-ce que je vois à l'échographie? Tu peux voir des kystes dans l'ovaire, tu peux voir des lésions endométriose dans la trompe qui saignent, et du coup, ce qu'on appelle un hématosalpinx. Tu peux voir des nodules d'endométriose, donc comme des boules en fait d'endométriose. C'est ce que tu vois à l'échographie le plus souvent. Et des épaississements de ligaments en rapport avec une inflammation, etc. Est-ce que on peut quand même avoir des coordonnées ou ils n'ont même pas le droit de nous les donner? Est-ce que, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis une jeune femme, je suis désespérée, je ne sais pas où trouver ces échographistes référents, je leur écris, est-ce qu'ils ont le droit de me donner des coordonnées d'échographistes? À qui je peux m'adresser, quoi? Voilà. Honnêtement, je pense, parce que moi je travaille en centre de PMA et on a quand même une liste de référents. Ok, Et on donne cette liste de référents. Donc si nous, centre de PMA, on l'a, ça doit y être dans les autres centres. ok. Donc on appelle soit des centres de la fertilité, Mm. soit les associations de patientes qui doivent les avoir aussi, j'imagine. Oui. Dès que j'adresse, par exemple, rien à voir, mais une patiente qui fait de la PMA et qui habite à Bordeaux, si elle me dit, ouais, mais du coup, comment je trouve les centres de référence? Je dis, appelez le centre de PMA de Bordeaux. Très bien. Ici, sur Paris, on a 3 gros centres de référence de l'endométriose, notamment Tenon, Cochin et Saint-Joseph. Très bien. Probablement que si elles tombent sur le secrétariat, ils ont sûrement une liste de référents. Donc ça te choque pas que même une jeune femme de 19 ans qui n'est pas dans un parcours PMA puisse appeler un centre comme ça pour avoir une adresse pour... Non, ça me choque pas. Ok, très bien. Parfait. Je préfère ça plutôt que faire une échographie où on lui dit à rien. Et du coup, c'est là l'errance médicale qui commence. Très bien. Sophia, il y a aussi quelque chose dont on entend beaucoup parler, c'est les tests salivaires. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'on les fait? Est-ce qu'on les fait pas? Alors, le test salivaire, a priori, il fonctionne. Le tout, c'est qu'il a été créé dans un contexte particulier. D'ailleurs, je les ai rencontrés en congrès la semaine dernière et je leur ai parlé de pas mal de choses. Et ils me disaient que, en fait, quand tu as des symptômes, tu vas faire ton échographie, on retrouve rien. Tu vas faire ton IRM, on retrouve rien. Et ces femmes-là, très souvent, eh bien, on va faire une opération. Et à l'opération, eh bien, une femme sur deux de ces milliers de femmes en fait, qui ont des symptômes et pour autant on n'a rien retrouvé à l'imagerie, elles vont se faire opérer. Eh bien, une femme sur deux va avoir de l'endométriose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme sur deux va se faire opérer pour rien. Ok. Et donc, en fait, ce test, ce qui permet, c'est d'éviter des chirurgies de diagnostic. Parce que chirurgie, c'est pas anodin. C'est une anesthésie générale, c'est une célioscopie et c'est potentiellement un risque de léser des organes ou de créer des adhérences juste en ouvrant le bide. Donc, en fait, ce test permettrait d'éviter des chirurgies inutiles. Et j'ai entendu, moi, pas mal sur certains réseaux que, en fait, il faudrait le faire à tout le monde, ce test, ça éviterait... Et même en disant que ce test éviterait de faire l'imagerie. Je trouve ça extrêmement grave parce que on va se mettre en condition. Tu fais un test salivaire, t'es positif. Tu dis, ok, c'est bon, je suis positif, pas besoin de faire d'imagerie. Tu sais pas si ton endométriose, elle est dans l'ovaire. Tu sais pas si t'as un kyste. Tu sais pas si t'as de l'endométriose sur l'urtère qui est en train de t'abîmer le rein. Tu sais pas si tu vas avoir une occlusion au niveau digestif. Tu sais pas si t'as les trompes bouchées. En fait, tu sais rien, juste que tu l'as. Sauf que, en fait, si on écoutait les patients et que juste on se basait sur la symptomatologie en se disant, ok, tu as très probablement ça, on n'aurait pas besoin d'en arriver jusque-là, en fait. Et donc, on fait d'abord logiquement symptomatologie, échographie. Comme ça, si l'échographie dit oui, il y a de l'endométriose, pas besoin de faire le test. C'est ça la logique. Tu fais le test que si vraiment, symptômes, pas d'imagerie. Ça, c'est très intéressant parce que sur les réseaux sociaux, ça a été très, très médiatisé. Ouais. On disait, c'est scandaleux de ne pas faire le test à tout le monde. Hein, c'est ça, l'origine de la polémique. Ok, Et donc ça, c'est une bonne précision. Quand le test il a été fait sur une population. C'est-à-dire qu'en fait, on a retrouvé des
des micro-ARN. Bref, en fait, on a retrouvé un codage qui fait que, en fait, ça se retrouve dans le sang et aussi dans la salive. Et quand on regarde dans la salive, on se dit, OK, il y a une signature de l'endométriose dans la salive, la patiente doit avoir de l'endométriose. Ça, cette signature, elle a été trouvée initialement chez des patientes qui se faisaient opérer. Mais en France, qui se fait opérer à part les cas graves? Et donc, en fait, est-ce que sur un cas qui serait pas grave d'une femme de 20 ans, est-ce qu'on aurait la même sensibilité en termes de signature? Et qu'est-ce qu'on fait si on fait à la population générale de toutes ces femmes? Parce il va y avoir des faux positifs et des faux négatifs. Celles qui vont être diagnostiquées pour rien et celles qui vont pas être diagnostiquées à leur raison. Donc, ce test, et j'en ai rediscuté la semaine dernière en congrès, il me disait, non, mais on a entendu cette polémique. L'équipe qui a créé le test m'a dit ça. On a entendu toute la polémique. Nous, on n'est pas du tout dans ça. En fait, on a créé le test juste en cas de symptômes, pas d'imagerie. C'est un test diagnostique et non pas un test de dépistage. Ça, c'est extrêmement différent. Et je trouve que ça serait dangereux de le proposer en systématique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de diagnostiquer parce qu'on manque de professionnels formés pour diagnostiquer l'endométriose. Mais demain, dans un monde où beaucoup plus de professionnels sont formés, on va arriver à quoi comme chiffre, en fait, de femmes ou personnes menstruées atteintes d'endométriose? Aujourd'hui, on disait 1 sur 10. En faisant des recherches pour préparer l'épisode, je suis plutôt tombée sur 1 à 2 personnes sur 10. Est-ce que si on diagnostiquait correctement, on arriverait à 5 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10? C'est quoi votre instinct par rapport à ça? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être que ça va aller en augmentation, comme je pense que le SOPK, d'une autre manière, va en augmentation. Le syndrome des ovaires Le polykystiques. syndrome des ovaires polykystiques. Il y a, je pense, une influence environnementale qui ne va pas en s'améliorant, j'ai l'impression. Donc, probablement qu'il va y avoir une augmentation. Maintenant, moi, je fais hyper attention en fonction des chiffres de l'endométriose, parce qu'on dit, par exemple, l'endométriose va causer un tel pourcentage sur l'infertilité. C'est difficile de dire des pourcentages, alors même qu'on ne sait même pas la fréquence dans la population générale, qu'on n'arrive pas forcément bien à la diagnostiquer, qu'il y a différents types d'endométriose. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Mais moi aussi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a plein de femmes qui ont eu des enfants, etc. Et puis, le gynéco ou la sage-femme, au décours d'une consultation, dit « Mais vous savez, vous avez de l'endométriose certainement depuis longtemps. » Mais la patiente n'en sait rien parce qu'elle n'a jamais eu mal. J'ai plein de cas comme ça de femmes de 40 ans et quelques. Donc, c'est vrai qu'on peut supposer que la prévalence, elle est plus importante. Elle est plus importante. Probablement, parce qu'en fait, ce qu'on appelle des endométrioses infracliniques, on peut dire infraclinique pour l'endométriose, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de symptômes. Ouais, asymptomatiques. Merci pour tous ces éclairages. Franchement, j'en ai rarement autant appris sur l'endométriose. Je vais quand même donner une ressource où il y a quand même pas mal d'informations. C'est le site de EndoFrance, qui est donc une asso de patientes sur l'endométriose. Et si vous avez des petits doutes, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris pendant l'épisode, rendez-vous sur ce site-là. Ça vous donnera des petites informations en plus. Je rappelle ton compte Instagram qui est Ma Fertilitym. Et il y a un livre super qui s'appelle Endo Girls, qui a été fait par une journaliste de talent, et que Nathalie André et Violette Suquet, qui est, je trouve, très bien faite. Donc, il y a plein de ressources sur l'endométriose. Cherchez, vous n'êtes pas marié, comme tu dirais, à vos médecins. Si on vous reçoit mal, si on vous dit « c'est Internet », on change. On va voir quelqu'un d'autre. En tout cas, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et le prochain épisode, toujours avec Sophia, sera sur les traitements de l'endométriose ou l'absence de traitement, je ne sais pas encore. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Anna Roy et Nina Pareja, réalisation Victor Benamou, musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.